D'accord, eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir une fois de plus dans ce salon littéraire de l'Institut français. D'ailleurs, on commence à prendre nos habitudes dans ce salon littéraire puisque je crois que nous en sommes au huitième exercice. Alors, j'en profite pour remercier d'abord Jean-Jacques Victor, le directeur de l'Institut français de Turquie, ainsi que nos amis Sébastien de Courtois, Christian Schnell et José Maria Queiroz, qui sont respectivement les directeurs des antennes d'Ankara, d'Istanbul et d'Izmir de l'Institut français. Je salue aussi les fidèles de toujours, Mathilde et Serra, qui nous assistent et qui nous permettent de pouvoir nous voir techniquement. Je salue également mes chers collègues Bourdieu et Mélissa qui assureront l'interprétation dans les deux sens pour permettre à ceux qui ne comprennent pas le français ou le turc de pouvoir suivre les débats. Alors je suis particulièrement ravi ce soir d'accueillir Brigitte Labbé, je pense qu'il n'est pas nécessaire de présenter puisque elle est l'auteur, comme vous le savez tous, entre autres de la série Les Goûters Philo, Çıtır Çıtır Felsefe en turc, car justement ces livres ont été aussi traduits en turc et en 21 langues, si je ne m'abuse, Brigitte, et sont lus à peu près par 3 millions de personnes. Ce qu'on sait peut-être moins au sujet de Brigitte, c'est que après avoir passé une carrière professionnelle bien remplie dans un tout autre domaine, elle a repris des études de philosophie à la Sorbonne et elle a travaillé sur ce projet, sur cette aventure qui a commencé en l'an 2000, si je ne m'abuse, avec deux enseignants de philosophie, Michel Puech dans un premier temps et Pierre-François Dupont-Beurier dans un second temps. Et n'oublions pas aussi l'illustrateur Jacques Azam qui a illustré tous ces livres. Et donc, bonsoir Brigitte, bienvenue parmi nous. Akşamlar. Et si Brigitte est connue en Turquie, c'est entre autres grâce à sa traductrice en turc, Azade Aslan, qui est aussi parmi nous ce soir, car en effet, l'Institut français tient à mettre en valeur la contribution essentielle des passeurs que sont les traducteurs et les interprètes, parce que sans lesquels, ni la littérature, ni la culture en général ne pourraient traverser les frontières, en tout cas passer les barrières linguistiques. Alors, je vais vite passer la parole à Brigitte pour en lui demandant de nous raconter un peu la genèse de la série Les Goûters Philo, mais avant tout de même, j'aimerais lui poser une question préliminaire qui, je pense, est hautement philosophique. Alors, est-ce libre ou pas libre, comme le dit son livre, de tirer la langue dans le dos de son modérateur, et surtout, est-ce moral ou pas moral, dans la mesure peut-être où la philosophie serait l'art de poser des questions et de tirer la langue à toutes les idées reçues et à tous les préjugés. À toi la parole, Brigitte. Oh là là, Lyd, je vois cette photo derrière toi de moi en train de tirer la langue. Alors, en fait, je vais te remercier parce que j'ai, à travers la question que tu me poses, la certitude que j'ai affaire à un être humain. Parce qu'en fait, Yid, hélas, je ne peux pas te toucher, je ne peux pas t'embrasser, je ne peux pas vérifier un certain nombre de choses. Et tu es peut-être un robot déguisé avec une machinerie à l'intérieur. Eh bien non, là j'ai la preuve à travers la question sur la langue tirée derrière toi, d'un être humain, puisque c'est notre caractéristique à nous les humains de pouvoir nous poser des questions telles que tu viens de me poser sur le bien, le mal. Est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que ce que je fais est mal? Est-ce moral? N'est-ce pas moral? C'est-à-dire, j'ai compris que tu avais une conscience, Yid. Tu viens de me le prouver à travers ta question. Ouf. Alors, comment a mûri en toi l'idée justement de la série Les Goûters Philo? Alors, ce ne sont pas les seuls livres que tu as écrits, on en parlera aussi des autres livres, mais Les Goûters Philo, Çıtır Çıtır Felsefe, d'où c'est parti, comment t'es venue l'idée et comment a démarré cette aventure bon, 21 pays, 21 langues, c'est quand même très impressionnant. Comment est-ce que cela a germé? Oui, nous sommes en train, avec Pierre-François Dupont-Beurier, qui est donc professeur agrégé de philosophie, nous sommes en train d'écrire le numéro 49 de la série. Donc, ça a commencé effectivement il y a 20 ans. J'étais, comme tu le disais, dans une vie, dans une autre vie. Comme quoi, d'ailleurs, il y a des enfants qui sont ici présents. On a plein de vies dans une vie. On stresse beaucoup les enfants en leur disant qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et très jeune. Et l'idée qu'on a aussi plusieurs vies dans une même vie est assez réjouissante. Et à 37 ans, comme j'avais gagné pas mal d'argent dans un travail en entreprise, j'étais bien formée et formatée
pour travailler dans le monde économique et avoir des bons salaires, je me suis offert une année sabbatique. Et comme j'avais une fille de 7 ans à l'époque, je ne pouvais pas partir faire le tour du monde. Je suis allée faire un tour à la Sorbonne et je suis arrivée dans des amphis de philosophie. Et là, ça a radicalement changé ma vie. J'avais 37 ans et je peux dire, sans que ce soit une histoire qu'on raconte a posteriori, que pour la première fois de ma vie, je me suis posé des questions. C'est comme si j'avais ouvert les fenêtres dans ma vie et que une brise s'y était engouffrée. Je suivais les cours de Michel Puech, qui est un pédagogue extraordinaire, des cours sur Kant. Et pendant au moins un quart d'heure, en sortant des cours, je me sentais un tout petit peu plus intelligente. Et puis, quand on est maman, et comme tout parent, ou quand on est en contact avec les enfants, je rentrais à la maison. Et là, j'avais des enfants, ma fille qui avait 7 ans, 8 ans, ses amis, et j'entendais les questions qu'ils posaient. J'y prêtais un peu plus l'oreille, sans doute parce que j'avais plus de temps, et je me suis rendu compte que ces questions étaient incroyablement philosophiques. Et c'est la rencontre de ces deux mondes, ce que je découvrais, l'émerveillement que j'ai ressenti dans les amphis en philo, pas toujours de l'émerveillement, parce qu'il y avait des amphis où on sort humilié parce qu'on n'a rien compris, mais là il se trouve que je parle par exemple des cours de Michel Puech, qui est un vrai transmetteur. Je sortais de là émerveillée, et en fait je crois que c'est tout simplement cet émerveillement que j'ai voulu transmettre aux enfants, et c'est comme ça que ça a commencé. Très bien. D'ailleurs, dans tous ces livres, tu abordes de très vastes sujets. Je suis en train de perdre mon bout de papier. Toutes les questions que tu t'es posées, en fait, ça partait de ta fille, ou comment est-ce que tu choisissais tes sujets? Parce qu'il y a un très vaste éventail qui va de la morale à la démocratie. Il y a toute une série de domaines qui sont abordés. D'où te viennent tes sujets, ou dans quel ordre et comment est-ce que cela a mûri? Tout simplement des philosophes et de l'histoire de la philosophie, de la pensée philosophique. C'est-à-dire que ce sont pas, on ne part pas des questions et des dialogues avec les enfants pour écrire ces livres. On part, Michel Puech et moi, ou Pierre-François Dupont-Beurier et moi-même, nous partons de la pensée philosophique sur un thème donné, et c'est cette pensée philosophique que l'on essaye de transmettre aux enfants en étant le plus proche possible de leur vie, de leur vocabulaire. Donc c'est un travail d'orfèvre pour pouvoir transmettre ces idées qui sont parfois très complexes, et la complexité est importante, c'est important de la garder, mais de le transmettre avec un vocabulaire qui ne heurte, qui ne rende pas l'accès difficile à cette pensée. Et toute la tension, en fait, est là. Et le fait d'être deux est formidable, parce qu'il y a une grande tension pour transmettre le fond avec une forme simple et sans jamais le perdre, ce fond. Et d'ailleurs, quand on regarde, quand on lit tes livres, bon, j'ai pas pu les lire tous évidemment, mais j'ai eu l'occasion quand même d'en feuilleter et d'en lire plusieurs. La façon dont ça se présente, ce n'est pas un manuel où tu prends les concepts et où tu commences à expliquer savamment ce qui se passe. Tu mets en situation dans la vie quotidienne des enfants ces concepts, et c'est en superposant différentes questions, différentes situations, que tu les pousses plutôt à se poser des questions. Il y a relativement peu d'affirmations dans ces livres, c'est surtout des situations parfois contradictoires qui poussent à réfléchir au pour et au contre. Il y a quelques livres où il y a des affirmations très claires. Par exemple, j'ai vu sur celui sur la violence, où tu dis clairement on ne peut pas aimer quelqu'un qui frappe, on ne peut pas frapper quelqu'un qu'on aime. Dans d'autres, il n'y a pas d'affirmation. Est-ce que ce sont des techniques différentes pédagogiques que tu as utilisées selon le sujet, ou est-ce que c'est une évolution entre ceux du tout début et ceux de la fin? Comment est-ce que tu abordes cette question de faire comprendre ce que toi tu penses? Parce que souvent c'est de pousser les enfants à réfléchir, mais parfois on sent un peu ce que toi tu penses derrière les situations. Alors, ce que moi je pense, je suis pas tout à fait d'accord. On essaye vraiment de transmettre, non pas notre pensée. Évidemment que on va plus aller vers la transmission de philosophes qui nous sont proches sur les thèmes choisis. Alors, tu as utilisé un mot qui est effectivement le mot que j'évite, qui est expliquer.
Je vais vous raconter une petite histoire. C'est deux enfants qui sont dans une cour de récréation et il y en a un qui vraiment énerve l'autre. Il n'arrête pas de l'embêter, de lui tirer les cheveux, de lui tirer le blouson, etc. Et tout d'un coup, l'autre, il se retourne et il lui dit « Si tu continues, je t'explique ». Et en fait, qu'est-ce qu'on dit là? C'est que les enfants, ils en ont jusque-là des explications. Donc, toute la démarche des goûters philo, c'est justement de transmettre des outils pour pouvoir réfléchir par soi-même. Donc, on est très, très loin des explications. Ou en tout cas, c'est ce qu'on essaye. Ce sont vraiment des boîtes à outils dans lesquelles les enfants vont aller piocher pour essayer de se construire leur pensée, pour essayer d'apprendre aussi à penser et surtout de se construire un esprit critique. Donc, effectivement, on n'est pas dans les explications. Maintenant, quand tu prends des exemples d'affirmation, oui, j'affirme qu'on ne peut pas dire qu'on tue une femme par amour. Oui, j'affirme qu'on dit qu'on ne peut pas frapper quelqu'un par amour. Et là, j'ai pas envie de philosopher là-dessus. C'est voilà. La philosophie implique aussi ce genre de prise de position Absolument. éthique et morale, justement. Absolument. Et quand d'ailleurs, le crime passionnel, je pense, est quelque chose qui a été supprimé, et que quand on grandit en mêlant l'amour et la violence, on grandit tordu, et on rencontre des gens tordus parce que dès le plus jeune âge, violence et amour se sont mélangés, alors qu'on devrait dire aux enfants qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de violence dans l'amour. Mais justement, prendre ce genre de position, ça c'est ce genre de sujet que je voulais aborder un peu plus tard, mais la conversation nous y mène déjà, ça risque aussi parfois de heurter toute une série de préjugés dans la société ou toute une série de normes présentes dans la société. Je pense par exemple à une série de dictons turcs qui disent le père ou l'amant, sever de döver, donc il peut aimer comme il peut frapper. Ou alors on dit kızını dövmeyen dizini döver, celui qui ne frappe pas sa fille finira par se frapper ses propres genoux. On dit quand on donne l'enfant à l'école, on dit au professeur eti senin kemiği benim, c'est-à-dire je te donne la chair, je garde les os, donc tu peux en faire ce que tu veux. Ou alors öğretmenin vurduğu yerde gül biter. Là où l'enseignant frappe, il y a une rose qui. Nous avons ce genre de dicton complètement loufoque. Mais par conséquent, poser des questions ou même affirmer des valeurs éthiques risque de heurter, soit parfois des enseignants, soit parfois des parents, soit parfois même les enfants. Comment tu fais face à ce genre de situation quand tu y es confronté? Quand tu dis je fais face, c'est comme s'il y avait une menace. Alors je me sens vraiment menacée. Et tu as tout à fait parlé de préjugés, de présupposés, mais c'est le rôle de la philosophie, c'est-à-dire de déconstruire pour reconstruire. Donc effectivement, si la philosophie, si c'est un robinet d'eau tiède qui ne fait qu'accompagner ce qui est, ça n'a aucun intérêt. Donc, j'ai eu le plus grand compliment que j'ai eu, c'est un élève de terminale. On avait un débat sur l'homosexualité, et à un moment, j'ai posé la question de la virilité et de l'homosexualité. Il a levé sa main et il m'a dit « Ah là, madame, vous m'embrouillez ». Et je lui ai dit « Tu vois, c'est le plus beau compliment que j'ai eu en 20 ans d'animation de débats philosophiques. C'est-à-dire, si je dois définir mon métier, c'est embrouilleuse professionnelle. Donc, effectivement, toutes ces phrases toutes faites, toutes ces pensées toutes faites, eh ben, on s'engouffre dedans et on les pense. On les pense. Donc là, par exemple, les débats que je peux avoir avec les enfants autour de la notion de violence vont très très vite autour de la notion est-ce qu'un être humain peut appartenir à un autre être humain? Et quand on demande aux enfants dans un débat est-ce que vous appartenez à vos parents? Vous allez avoir dans le groupe oui, certains vont dire oui, j'appartiens à mes parents, d'autres non, non, j'appartiens pas à mes parents. Et le débat commence. Qu'est-ce que ça veut dire d'appartenir à quelqu'un?
Alors, ceux qui vont argumenter sur non, j'appartiens pas à mes parents, vont pouvoir aller, par exemple, dans les notions d'esclavage, qui sont des périodes et qui existent encore, hélas, sur Terre, où effectivement un être humain appartient à un autre être humain. Et qu'est-ce que ça veut dire de ce processus de déshumanisation de l'autre? D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas forcément lu ou eu connaissance de l'ensemble des livres de Brigitte, il faut savoir aussi qu'il n'y a aucun tabou, ou il n'y a aucun sujet tabou, aucune question de société, même celle qui fâche, même si celle qui provoque des débats passionnés dans la sphère publique ou politique, qui sont évités dans ces livres. Donc tu abordes vraiment tout ce qui peut se poser comme question dans la société. Mais oui, mais absolument pas avec provocation, simplement parce que c'est la pensée qui se met en route sur ces thèmes. Moi, ma vocation avec les goûters philo, avec Michel Puech et Pierre-François, c'est pas du tout d'apporter un catalogue de réponses, hein, c'est d'apporter une boîte à outils pour que les enfants ne grandissent pas en devenant des moutons qui bêlent derrière un chef quel qu'il soit, mais deviennent des citoyens le plus éclairés possible. C'est ma petite mission, la petite pierre que j'ai envie d'apporter, qui est de contribuer à la formation de l'esprit critique des enfants. Il y a un ami philosophe qui disait « tous les enfants sont philosophes, peu le resteront ». Pourquoi ? C'est une question qu'on peut se poser, nous les adultes qui sommes en contact avec les enfants, et je crois qu'une des grandes raisons pour lesquelles peu le resteront, et ce qu'on peut changer, c'est qu'on apporte des catalogues de réponses toutes faites, qui sont des portes qui claquent au nez au questionnement des enfants. Quand un enfant nous pose une question, je pense, et ce n'est pas théorique, c'est ce que je vis depuis 20 ans, puisque j'ai une activité d'animation de débat philosophique en plus de l'activité d'écriture, une question d'enfant est très souvent, la plupart du temps, une invitation à cheminer avec lui dans un questionnement. Or, ce que nous faisons, nous, la plupart des adultes, c'est qu'on apporte une réponse. Tu disais d'ailleurs dans une de tes interviews que l'esprit des enfants est naturellement philosophique. J'aimerais qu'on insiste encore un peu plus là-dessus. Dans un de tes livres aussi, tu parles d'une avalanche de questions sans arrêt. Une fois que l'enfant commence à poser des pourquoi, il ne s'arrête pas, il continue, et à un moment donné, l'adulte qui n'arrive plus à apporter des réponses finit par bloquer le débat. Notamment sur la question de la religion, mais ça je voudrais qu'on y revienne un peu plus tard. J'aimerais revenir sur les goûters philosophiques, parce que tu as dit, et c'est important, ton rôle ne se limite pas simplement à écrire les livres, tu les accompagnes avec des débats avec les enfants lors de goûters philosophiques. Tu en as fait en Turquie aussi, notamment avec notre ami commun Mehmet Erkurt, qui est aussi parmi nous ce soir et que je salue, qui te servait d'interprète. Peux-tu un peu plus élaborer sur ces goûters philo, comment ça se passe? Est-ce que c'est strictement dans les écoles ou est-ce que c'est dans d'autres cadres? Et comment se déroule un goûter philosophique où tu es présente? Alors, je vois là aussi présent Olivier Després, qui tenait un café à Paris. Alors, pour vous dire à quel point les goûters philo n'ont pas commencé dans les écoles, c'est que les goûters philo ont commencé dans le café que tenait Olivier Després à Paris. Il avait une mezzanine dans son café et c'était un lieu aussi culturel. Il aimait beaucoup les goûters philo. Il n'y en avait que 6 de publiés. Et Olivier me dit, mais pourquoi tu ne viens pas le mercredi après-midi animer des débats autour de tes livres avec les enfants? Il a mis des affiches à la boucherie, à la laverie, à la boulangerie. Et petit à petit, les enfants sont venus le mercredi après-midi dans ce café. On chassait les parents qui allaient au bar boire un pot. Et moi, je philosophais avec les enfants. Et c'est né comme ça. Et puis ça s'est su, les bibliothèques en ont demandé, les écoles en ont demandé, et petit à petit, c'est devenu, d'ailleurs en France, c'est devenu vraiment, c'est rentré dans les bibliothèques, les centres sociaux, les écoles, où j'anime effectivement des débats avec les enfants sur les thèmes sur lesquels j'ai écrit. Et je dis bien, je fais de la philosophie avec les enfants, c'est-à-dire je ne fais pas de la philosophie aux enfants. On est assis en rond, par terre, et on a des vrais débats philosophiques au sens où ce n'est pas une discussion de salon, il y a une problématique, on apprend à développer une pensée, à argumenter, à faire rouler la pensée
pour écarter les mauvaises pistes et essayer de dégager des pistes de réponse. Et en Turquie, grâce à Günişlek Kitable, qui a organisé dans beaucoup d'écoles des débats, et ben ça a fonctionné merveilleusement bien depuis 10 ans grâce à Mehmet Erkurt, qui traduit qui fait partie du cercle et qui a ce talent de me faire oublier. Donc j'ai des débats en turc avec les enfants qui fonctionnent merveilleusement bien. Tu disais aussi que la philosophie, c'est imaginer d'autres possibles, donc poser des questions, rêver à d'autres alternatives, et que souvent les adultes empêchent justement les enfants de rêver. On dit souvent arrête de rêver. En Turquie, on dit même pire, on dit aklına bile getirme, donc n'y pense même pas, que cette pensée ne te traverse même pas l'esprit. Donc c'est vraiment les adultes qui poussent les enfants à arrêter de se poser des questions. Et tu utilisais un terme d'ailleurs, je crois, en période de confinement pour t'écouter, qu'il fallait déconfiner la pensée. Oui. Vas-y. C'est-à-dire que soit... Tu n'entends pas. Pardon, vous m'entendez? Non, non, oui, qu'est-ce que tu entends par là, déconfinement de pensée? J'ai oublié de poser la question. Je crois qu'on voit bien ce qu'est le confinement du corps. Et le déconfinement de la pensée, c'est justement sortir de ce que tu disais tout à l'heure, les préjugés, les présupposés, les phrases toutes faites, les dogmes. Alors, moi, j'ai eu un parcours où j'ai dû me déconfiner la pensée à partir, quand je disais tout à l'heure que j'avais commencé à penser à 37 ans, c'est à peu près vrai parce que j'ai été très équipée dans ma vie d'un catalogue de réponses, que ce soit lié à un milieu social, un milieu culturel, un milieu économique, un milieu religieux. Il se trouve qu'on m'a fourni un kit de réponses avec très peu d'outils pour penser par moi-même. Donc, quand j'ai découvert la possibilité et les outils qu'il y avait pour penser par soi-même, évidemment que c'est réjouissant et que là, un air de liberté souffle dans sa vie. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile à vivre, mais en tout cas, c'est réjouissant. Donc, se déconfiner la pensée, c'est ça, c'est finalement, quand on est NAIT, on arrive la tête la première dans une culture, dans ce qu'on va appeler le grand on. On mange comme ça, on croit à ça, on parle comme ça, on se comporte de cette manière, et c'est normal. Et finalement, est-ce que le chemin de toute une vie, c'est pas de savoir si on est capable de s'arracher à ce grand on pour se construire une personnalité. Donc finalement, de se dire ce que je fais, et c'est ça que j'essaye de transmettre aux enfants, est-ce que je le fais parce que je l'ai choisi ou est-ce que je le fais parce que j'ai l'habitude de le faire depuis toujours? Et ça, c'est une question qu'on peut se poser jusqu'à la fin de notre vie. D'ailleurs, tes livres, à les lire, ils s'adressent aux enfants, c'est très bien fait d'ailleurs, aussi bien dans la version turque que dans la version française. Je salue le travail des maisons d'édition, de Milan et de Günüşlek Kitable, et de l'illustrateur aussi, qui a fait aussi un très bon travail. Donc ce sont de très beaux objets en tant que livres. Bon, je montre pour ceux qui n'ont pas pu avoir l'occasion de les feuilleter. Donc il y a beaucoup de dessins, il y a beaucoup d'encadrer, donc qui permettent de mieux lire, de mieux comprendre. Mais en même temps, avoir le contenu, ça s'adresse aussi aux adultes. C'est-à-dire, en partant de ces questions-là, on peut aussi réfléchir en tant qu'adulte. Et j'ai vu dans une interview que tu disais que tes livres sont des manuels de philosophie déguisés en livres pour enfants afin que les adultes n'en aient pas peur. Est-ce que tu penses que les adultes ont peur de la philosophie? Oui, une peur immonde, atroce, une peur qui me rend triste en fait, parce que ça veut dire que tout a été dévoyé. Où est née la philosophie? Dans les rues d'Athènes. Avec qui? Avec un type en savate et un long manteau troué qui marchait dans les rues et questionnait les gens qu'il croisait, qu'ils soient poètes, qu'ils aillent au stade pour se sculpter un beau corps, qu'ils aillent à l'armée, et il leur posait des questions. C'est Socrate. Quand je raconte aux enfants l'histoire de Socrate, ça les passionne. Elle est née là, la philosophie. Elle n'est pas née dans des citadelles du savoir,
et elle n'est pas faite pour faire des grandes phrases et briller dans des salons ou dans des dîners. Donc, si la philosophie n'aide pas à mieux vivre, n'aide pas à être plus dans la joie, moi, je considère qu'elle ne sert à rien. Or, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'effectivement, je rencontre tout le temps des adultes qui ont été humiliés par la philosophie, qui n'ont rien compris, qui ont eu des mauvaises notes. Dès que vous parlez de philosophie, on vous dit en France, au bac de philo, j'ai eu tant. Les gens se souviennent de ça. Donc, ça veut dire qu'il faut renouer avec le questionnement philosophique tel qu'il a démarré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de complexité, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts, qu'il n'y a pas un chemin à parcourir pour pouvoir construire sa pensée, mais en tout cas, loin des jargons incompréhensibles qui humilient, en fait. Et là, moi, je pense, je vais plus loin, mais beaucoup de profs de philo vont me détester, mais tant pis, c'est pas grave, c'est que c'est un rapport au pouvoir, c'est-à-dire le professeur qui ne transmet pas a quelque part un problème avec le pouvoir. Justement, tu avais dit aussi dans une autre interview que les gens, quand on leur dit philosophie, c'est quelque chose qu'ils pensent qu'ils ne doivent pas comprendre. S'ils comprennent, c'est que ce n'est pas de la philosophie. Et donc la faute, c'est un peu aux hermétiques de l'herméneutique, du coup, qui aiment bien utiliser beaucoup ce genre de formules savantes qui nous empêchent de réfléchir. C'est devenu presque un domaine de spécialistes. Et il y a même des auteurs, je ne citerai pas de nom, mais quand tu lis leurs livres, tu as du mal à prendre. Quand tu écoutes leurs interviews, ça devient plus clair. C'est-à-dire qu'il y a un effort qui est fait pour obscurcir encore plus la pensée. Ce n'est pas la difficulté qui vient de la complexité de l'idée, ça vient aussi peut-être de la complexité de la façon de formuler. Alors que si on le formule autrement, ça devient peut-être plus compréhensible. Alors oui, il y a un entre-soi qui devient insupportable. Et donc qui fait que mais toutes les professions ont leur jargon, hein, les informaticiens, les financiers, toutes les professions ont leur jargon. Mais il y a un moment, quand on veut transmettre, l'important, c'est le message reçu, pas seulement le message émis. Donc c'est quand j'écris les goûters philo, moi, mon obsession, c'est d'être comprise par un enfant. J'ai un enfant de 9-10 ans en tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut bosser, c'est-à-dire pour arriver à rendre compréhensible des idées complexes sans perdre la complexité de l'idée, parce que là, ça s'appelle de la mauvaise vulgarisation. Et ben c'est beaucoup de travail. Et là où ça fonctionne, là où je pense que dans les goûters philo ça fonctionne, c'est parce qu'on est deux. Donc il y a une tension entre le professeur de philosophie qui veut absolument transmettre une unité de pensée sur le thème, qui me dit non, ce livre, on ne peut pas l'envoyer à notre éditeur parce qu'il n'y a pas telle idée. Et moi, je râle en me disant mais non, mais c'est une idée trop difficile à transmettre aux enfants. Et je râle tant que je n'ai pas trouvé, en fait, comment le faire. Et c'est du boulot, c'est du travail. Donc il y a un véritable travail en amont entre toi et le professeur. Donc tu suis d'abord le cours, et ensuite tu travailles et tu reviens, tu retravailles avec le Ah oui, il n'y a pas. philosophe. Oui, ça fait 20 ans que je suis des cours de philosophie, donc j'ai pas un parcours académique parce que, entre autres, sur les conseils de Michel Puech, j'ai quitté et je suis partie de la Sorbonne après un an. Mais ça fait 20 ans que j'ai des cours, que j'ai le bonheur d'avoir des cours de philosophie particuliers. Et effectivement, je reçois des cours sur chaque thème que l'on choisit, qui durent le nombre d'heures qu'il faut pour que je comprenne vraiment, parce que c'est pas possible de partir écrire sans avoir en tout cas le sentiment d'avoir compris. Il y a beaucoup d'allers-retours et ensuite il n'y a aucun texte qui part chez l'éditeur sans qu'on soit tous les deux d'accord. Mais à ce propos, dans la fabrication du livre, il y a aussi un rôle très important des illustrations et de l'illustrateur, car ce ne sont pas des illustrations juste décoratives. Elles participent à l'explication du texte. Et parfois, c'est vrai que ça peut être plus fort d'expliquer par une image que par un texte. Donc, et comment s'articule le travail avec le dessinateur? Est-ce qu'il dessine, il vous envoie, vous en discutez ensemble, ou est-ce que vous en discutez au préalable, et comment se passe la collaboration? Alors ça, c'est formidable parce que Milan a mis en place un système de travail qui est assez rare en littérature jeunesse. Milan envoie les textes à Jacques Hazan, qui nous envoie à tous des crayonnés.
et nous réagissons sur ces crayonnés. Parce que comme tu le disais, un dessin parfois dit des choses extrêmement puissantes, extrêmement fortes. Donc ça veut dire qu'il peut aussi y avoir des contresens, des dessins qui transmettent des idées qui ne sont pas du tout les idées qu'on veut transmettre. Et donc il y a un dialogue avec Jacques autour de ces crayonnés avant la mise en couleur. Et Jacques est quelqu'un d'extrêmement ouvert qui accepte de refaire des dessins quand on pense que c'est un contresens ou que ça n'exprime pas suffisamment bien l'idée, ou bien il peut aussi parfois exprimer une autre idée et enrichir même le texte. Parfois, en effet, c'est des images qui sont complémentaires au texte, qui viennent en s'ajoutant. Et là aussi, vous avez une complicité entre vous deux. Ben, ça fait 20 ans que ça dure, donc là, c'est quand même un long mariage. Avec des hauts et des bas comme tous les mariages, avec des engueulades, avec des rires. Mais voilà, c'est une très très belle aventure. Et dans la fabrication des livres, il y a aussi un autre travail de collaboration, et j'ai vu en tout cas pour la version turque que c'est aussi de longue haleine, c'est avec les traducteurs. Tu es traduit dans 21 langues, et ça veut dire que les textes doivent voyager dans 21 langues, 21 cultures, et qui ont forcément des façons différentes de dire en fonction de la culture, du contexte. Comment se passe, je vais venir plus précisément à la traduction en turc avec Azadeh, mais avant, comment se passe ta collaboration? Est-ce que tu collabores avec tes traducteurs déjà d'abord, et si oui, comment? Alors, avec les traducteurs de livres, non. Je ne collabore pas, sauf si l'éditeur turc ou l'éditeur colombien a des questions à me poser ou bien a des passages qui leur posent problème et dont on peut parler. J'ai des contacts avec les traducteurs des débats philosophiques, mais pas avec les traducteurs de livres, ça se passe plutôt entre éditeurs. D'accord. Eh bien là, je vais me tourner cette fois-ci, enfin me tourner façon de parler, puisqu'on regarde tout le temps la caméra, c'est la même. Je cherche du regard Azadeh, voilà, il est là à ma gauche. Bonjour Azadeh. Alors, et pour toi, comment s'est passée l'aventure des goûters philosophiques? D'abord, comment est-ce que tu es arrivée à devenir traductrice? Comment tu as décidé d'en faire un métier? Et comment tu as découvert les goûters philo, parce que je pense, j'ai bien compris dans notre échange préliminaire, que c'est toi qui avais proposé la traduction des goûters philosophiques des goûters philo plutôt à l'éditeur, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est une histoire assez exceptionnelle en fait. Donc, je vais peut-être essayer de me présenter très rapidement. Bien sûr. Je suis née à Ankara. Et j'y ai vécu jusqu'à ce que j'ai 18 ans. Ensuite, je suis venue à Istanbul pour mes études universitaires à l'université Galatasaray, faculté de communication. Et c'est là que j'ai appris le français. Donc, on peut dire que j'ai joint au monde francophone assez tard quand même. Ensuite, j'ai poursuivi mes études en France. J'ai fait un DEA à la Sorbonne. En rentrant, j'ai commencé à travailler en tant qu'auteur de textes documentaires pour ISTV, en même temps que je faisais des traductions de la littérature de jeunesse. Et c'est toujours le cas, j'écris pour la télé et je traduis pour les enfants. Quant aux goûters philo, ils étaient les premiers bouquins que j'avais traduits sur mon ordinateur, mais ils ne sont pas ma première traduction en fait, à être publiée en Turquie, parce que quand les premières traductions de goûter philo attendaient chez l'éditeur, Güneşe Kitaplığı m'avait demandé de traduire un autre livre qui s'appelait Le 35 kilos d'espoir de Anna Gavalda. Je l'ai fait, donc c'est après ce début que c'était finalement le temps pour la série Goûter philo à apparaître en turc. C'était en 2006. Et là, voilà, on vient de publier le 32e titre en turc il y a 4 mois. Dans l'entretemps, j'ai aussi traduit d'autres livres, bien sûr, mais le goûter philo, c'est en fait le début de l'histoire pour moi. Vous le savez, c'est généralement l'éditeur, enfin la maison d'édition qui choisit l'œuvre et qui l'attribue à un traducteur. Pourtant, les goûters philo font partie des exceptions, comme vous venez de dire.
la série a eu une trajectoire de belles surprises, en fait. Tout d'abord, j'ai découvert ce bijou quand j'étais en France, en 2002, je crois, complètement par hasard. J'avais vu dans la bibliothèque d'Olivier, Bridget a parlé de lui tout à l'heure. Donc, j'ai un peu feuilleté et du coup, j'étais émerveillée. Ensuite, j'ai lu plusieurs titres de la série, d'autres titres, et j'ai eu l'envie d'essayer de la traduire uniquement pour le plaisir de rentrer plus profondément dans ce texte. En plus, c'était l'été, j'avais pas grand-chose à faire, donc j'ai traduit les 10 premiers titres, ayant aucune intention de les faire publier, d'essayer de les faire publier. Mais il y a eu d'autres rencontres imprévues. J'ai eu l'occasion de faire connaissance avec Chetan Altan et Solmaz Cameron pour un tout autre projet. Et alors qu'on discutait, je les ai parlé de mes traductions, disons, expérimentales. Et Madame Cameron s'était très intéressée. Et après avoir fait mes traductions, elle m'a directement mise en contact avec Güneşe Kitaplı. Et la suite est venue comme une boule de neige. C'est une très belle aventure, faite de hasard, mais en même temps une intention quand même délibérée. Traduire 10 livres sans avoir de projet de les faire publier, ça demande quand même, c'est vraiment le coup de foudre pour les... Mais est-ce que vous vous intéressiez déjà à la philosophie? Est-ce que vous aviez suivi une formation philosophique? Ou est-ce vraiment la façon dont les livres étaient présentés qui vous a tellement séduit? Oui, c'était la façon enfin, j'avais pas vu des livres destinés aux enfants de cette façon-là. Donc, c'était ça, je crois, qui m'a émerveillée. Et je me rappelle très bien que je me suis dit pourquoi il n'y avait pas de tels livres quand moi, j'étais un enfant. C'était ça, en fait, l'idée de départ. Donc, voilà, c'est ça. J'ai reçu des cours de philosophie, comme tout le monde, au lycée, à l'université, mais pas une formation spéciale, non. Mais est-ce que pendant le processus de traduction d'un livre, est-ce que vous préparez particulièrement ou est-ce que le travail se fait essentiellement sur base linguistique ou est-ce que vous travaillez aussi les concepts philosophiques qui sont traités dans chacun des livres? Comme je viens d'expliquer, je me suis lancée dans la traduction assez spontanément pour les goûters philo. Donc, je n'ai fait absolument aucune préparation préalable pour cette série. Mais pourtant, je ne crois pas que cette série exige un travail préparatoire de la part du traducteur non plus, en sens de la philosophie, je veux dire. On n'y emploie pas un jargon, comme Brigitte l'a très bien expliqué. Il ne s'agit pas de l'histoire de la philosophie, c'est que le questionnement philosophique à travers des petites histoires quotidiennes. Donc, même si en lisant, on y reconnaît quelques idées majeures des philosophes importants, je pense qu'une connaissance de l'histoire de la philosophie n'est pas indispensable pour ces séries. Ce qui est plus important, à mon avis, c'est la maîtrise de la langue cible, qui est dans notre cas le turc, et pouvoir s'adresser aux jeunes lecteurs en utilisant un vocabulaire adapté, comme on a fait en français. Donc, construire un langage simple, mais pas simpliste. Donc, c'était ça le défi, plutôt. Et là, je peux apporter un petit témoignage personnel, puisque j'ai eu l'occasion de lire aussi vos traductions, donc le livre en version turque, et de comparer à la version française. J'ai été un peu vicieux, j'avoue, mais j'ai quand même regardé en mettant les deux en perspective.
et c'est très très bien fait. Le sens du livre, mais aussi le sentiment du livre, la fluidité du langage, la façon de s'adresser aux enfants, tout est très très bien rendu. Et j'ai même vu que vous aviez fait quelque chose qui n'est pas très orthodoxe dans les manuels de traduction, mais qui à mon avis est très bien fait. Vous avez même traduit les noms propres, les prénoms des enfants. C'est-à-dire que il y a dans la version turque des prénoms existants en Turquie, et pas simplement des prénoms turcs, des prénoms de ce qu'on appelle des minorités non musulmanes, ou des prénoms kurdes, ou des prénoms d'autres catégories ethniques, sociales de Turquie. Vous avez introduit ça, et je pense que c'est vous qui avez proposé de faire cela. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Comment la maison d'édition a accepté? Est-ce que vous avez échangé avec Brigitte là-dessus? Comment ça s'est fait? Parce que c'est pas habituel, mais ça tombe très bien, à mon avis, pour que l'enfant puisse s'identifier avec les personnes. Oui, comme vous l'avez bien remarqué, c'était un choix délibéré. Normalement, pour cette tranche d'âge, Günüşe Kitaplığı avait déjà une certaine pratique établie, bien sûr, de les remplacer avec les prénoms turcs, normalement. Parce que pour les lecteurs très jeunes, ces prénoms inconnus et des fois illisibles pourraient devenir un obstacle. Par contre, tous les prénoms dans la série en français n'étaient pas en français non plus. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup des prénoms arabes, juifs. Donc, il y avait apparemment une prédilection de la part de l'auteur. Et c'était un choix et une intention pluraliste. Donc, finalement, c'est pour ça qu'on a décidé de traduire cette intention en gardant certains noms tels qu'ils sont et en traduisant les autres par les prénoms turcs, kurdes, arméniens ou grecs, enfin, les prénoms multiculturels qu'on rencontre ici en Turquie dans notre vie quotidienne. Donc, si on les gardait tous en tant que tels, je pense qu'on perdrait cette intention de l'auteur d'avoir cette diversité. Et c'est très très important ce que vous dites parce que ça va justement à l'encontre de beaucoup de préjugés qu'on a sur la traduction. Le traducteur n'est pas une machine à traducopier. Le traducteur est quelqu'un qui réfléchit et qui raisonne notamment sur ce que vous avez très bien souligné, le vouloir dire de l'auteur, la volonté de l'auteur, pas simplement ce qui est étroitement présent dans le texte. Qu'est-ce que l'auteur a voulu faire? Vous avez analysé y compris l'intention de l'auteur sur les prénoms, ce qui est, je dois dire, vraiment remarquable. Alors, je crois savoir que le processus de traduction se poursuit. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur un autre livre de Brigitte et quels sont les prochains titres qui vont être traduits en turc? Oui, c'est un projet toujours en cours. En France aussi, je crois, parce qu'on vient de publier le 51e titre, n'est-ce pas, Brigitte, en France cette année? Oui, le 48e titre est sorti il y a 2 mois. C'était Les artistes et le monde. Oui, et là, on est au 32e titre, donc on y va au fur et à mesure. En fait, j'ai déjà traduit quelques titres et ils sont en attente. Donc, on lit tout ce que Brigitte a écrit, on les a lus. Donc, on décide quel titre à publier au fur et à mesure, en fait. Alors, là, je vais revenir un peu vers Brigitte, justement. C'est vrai que c'est la maison d'édition en Turquie qui choisit l'ordre de publication. Est-ce que c'est le cas dans tous les pays ou est-ce que en général, ils suivent l'ordre de publication en français ou est-ce que chaque pays décide un peu de l'ordre selon son propre agenda intellectuel? Chaque pays décide de l'ordre. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de règle. Alors,
pour en revenir au débat de tout à l'heure sur la pensée des enfants qui est bloquée, il y a un titre qui n'est pas encore traduit en turc qui s'appelle Les dieux et Dieu. Ça, j'ai lu donc la version française, et je pense que c'est aussi, la traduction est programmée. Et c'est là que tu reprenais cette idée de la chaîne des pourquoi sans réponse que les enfants, naturellement philosophes, posent aux adultes. Et tu disais là que cette série de pourquoi est arrêtée par l'idée de Dieu, par les dieux. Parce que là, il y a une réponse toute faite, cela est comme ceci, parce que Dieu l'a voulu. Est-ce que la pensée de Dieu, est-ce que l'introduction de la croyance est en rivalité avec l'idée de la philosophie, ou le principe de la philosophie? Qu'en penses-tu? Oh là, là c'est du très lourd. J'ai gardé pour la fin, tu concentres. Alors, on arrive dans un domaine qui est... alors, je suis pas sûre que... Oui, Dieu arrête à un moment la chaîne du pourquoi, parce que effectivement, alors c'est pas tellement Dieu que la religion. Donc, à un moment, effectivement, il va y avoir une réponse à un certain nombre de questions qui sont données par la religion à laquelle on adhère, à laquelle on croit. Et d'ailleurs, j'utilise le mot de croire. Donc là, on est dans une thématique, d'ailleurs, les dieux et Dieu sont assez bien complémentaires avec un autre titre qui est savoir et croire. Et ça, justement, c'est un débat intéressant avec les enfants de savoir quelle est la différence entre savoir et croire. Et donc, je peux faire des débats de ce genre avec eux. 2 plus 2, ça fait combien? 4. Un triangle a combien de côtés? 3. Un carré a combien de côtés? 4. Ça, vous le savez ou vous le croyez? Il dit, bah, on le sait. Donc, on a un verbe là qui apparaît, quel verbe savoir. D'un coup, je demande, y compris en Turquie, y compris dans tous les pays où on pourrait me dire que c'est tabou, y compris à l'école laïque française, est-ce que Dieu existe? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, il y en a qui disent je ne sais pas. Ceux qui disent oui, ceux qui disent non, vous le savez ou vous le croyez? Et là, il y a un méli-mélo, on le sait, on le croit. Ah non, on croit, on croit. Et tout d'un coup, il y a un autre verbe qui apparaît, c'est croire. Et voilà comment commence un débat avec les enfants. C'est-à-dire que pourquoi on utilise le mot croire là et pourquoi on utilise le mot savoir là? Quelle est la différence entre croire et savoir? Et donc, quand on dit que ça arrête la chaîne des pourquoi, effectivement, comment dire, ça peut arrêter la chaîne des pourquoi, mais ça ne devrait pas arrêter la chaîne de la pensée. Ça ne devrait pas arrêter la pensée. C'est-à-dire que, d'ailleurs, au cœur de la foi, subsiste le doute. Donc, effectivement, quand on est dans le domaine de la croyance, on est dans le domaine de la foi, qui est un saut. Hein, on se jette dans une autre dimension, mais avec, j'espère, le doute. Parce que il y a un jeu très intéressant à faire avec les enfants. J'invite tous ceux qui sont parents et qui nous écoutent ce soir, ou ceux qui sont professeurs, de le faire. Vous inventez 2 villages. Alors, je vais prendre un village, je ne pensais pas faire ça, j'ai un village comme ça, j'ai un autre village comme ça, et puis vous dites, bah, dans ce village, les gens disent, je sais que Dieu existe. Yid, c'est toi qui m'as lancé sur Dieu, hein, tu ne vas pas m'arrêter. Absolument pas. Je sais que Dieu existe. Dans ce village, les gens disent, je crois que Dieu existe. Qu'est-ce qui se passe? Dans 99% des cas, les enfants me répondent la guerre. Et là, évidemment, je pose la question, qu'est-ce qui se passe? J'ai 3 mots, savoir, croire, Dieu, et le 4e mot qui arrive, c'est guerre. Et là, la pensée se met en route. Et c'est formidable. Et c'est pas, on ne va pas polémiquer sur tous les trucs, les débats des adultes. On a savoir, croire, Dieu. Pourquoi le mot guerre arrive? Et on pense là-dessus. Et le débat commence. Et ensuite, on injecte une nouvelle question. Et c'est celle-là sur laquelle on va passer le plus de temps. C'est qui attaque en premier? Le village où on dit « je sais » ou le village où on dit « je crois ». Bien que quelqu'un attaque en premier.
je vous laisse cheminer avec cette question. Et, ce serait formidable si ce soir au dîner, vous faites le jeu des villages. Et effectivement, j'écris des livres de philosophie qui sont aussi pour les adultes, mais ils sont déguisés en livres d'enfants pour ne pas faire peur. Des petits jeux aussi, et quand on arrivera à savoir qui attaque en premier et pourquoi, on va faire un grand pas. Et d'ailleurs, il y a un autre livre de cette série de réflexions qui est Avec ou sans religion, qui parmi ceux que j'ai lus est à mon avis le plus remarquable. Et là aussi, tu poses cette question de la coexistence des différentes croyances, des différentes religions. Donc, toutes les questions qui sont débattues dans la société avec beaucoup de passion et beaucoup de bêtises, souvent, toi, tu les poses de manière à pousser les gens à réfléchir, et je trouve que c'est très bien. D'ailleurs, les croyances, c'est pas uniquement dans le domaine religieux. On peut avoir aussi des croyances, des dogmes en matière de pensée ou en matière de choix de société. Peu importe, ce n'est pas vraiment la religion en tant que telle, c'est la pensée, croire, c'est la pensée figée contre la pensée qui... C'est l'idéologie. Voilà. Oui, alors le livre sur la religion, qui s'appelle Avec religion et sans religion, qui n'est pas encore traduit en turc, que nous avons écrit avec Pierre-François Dupont-Beurier. Merci beaucoup, Yit, pour les remarques que tu fais, parce que ça a été un livre assez compliqué à penser, à écrire. Et effectivement, on peut se poser des questions toutes qui ont l'air toutes bêtes. Je reste dans le monde des enfants parce que c'est là que je me sens légitime. C'est pour ça que je vous parle de ce qui se passe avec eux et de l'écriture pour eux. Mais il y a une question toute bête dans ce livre. Tous les enfants d'architectes ne sont pas architectes. Tous les enfants de boulangers ne sont pas boulangers. Tous les enfants de professeurs ne sont pas professeurs. Quoique, là, on commence à... je rigole. Mais, on va dire, tous les enfants de catholiques sont catholiques, en général. Tous les enfants d'athées sont plutôt athées. Donc, voilà pourquoi. Ben, voilà un merveilleux débat en famille. Pourquoi? Et est-ce qu'on donne aux enfants les outils pour pouvoir penser leur religion et pouvoir penser les autres religions et pouvoir penser l'absence de religion? C'est-à-dire, est-ce qu'on leur donne les outils pour pouvoir penser ça? Juste le penser. Quand vous demandez aux enfants combien il y a de religions sur Terre, quels que soient les milieux sociaux, économiques, culturels, religieux, maintenant je suis vraiment allée dans beaucoup d'endroits, ils vous disent 3, 4, 5, peut-être 10 maximum. Il y en a des centaines. Pourquoi il y a des centaines de religions sur Terre? Ça aussi, c'est extraordinaire. Et pourquoi, question qui tue, pourquoi certains dieux sont morts? Il y a des dieux qui ont disparu, il y a des religions qui ont disparu. Un Athénien qui revient aujourd'hui, du 4e siècle avant Jésus-Christ, qui revient aujourd'hui à Athènes, eh ben, il va chercher Athéna partout. Et il ne va pas voir de fumée qui monte au ciel. Eh ben non, la déesse est morte. Pourquoi? C'est surtout les déesses qui ont disparu d'ailleurs, je crois. Ouais, bah ça c'était... Voilà, vous voyez quand je vous parle, en tout cas voilà comment ça se passe avec les enfants, c'est-à-dire que c'est très profond, il y a du lourd, mais c'est ludique aussi, parce qu'on fait des expériences de pensée. Et on s'extrait un peu du monde. Ce sont des moments suspendus. On ne rentre pas dans les polémiques, dans les débats. Ce sont des moments suspendus, ce sont des moments de pensée, ce sont des expériences de pensée. Si, vous savez, il y a une course actuellement qui s'appelle le Vendée Globe. Imaginez que qu'un marin appelle en disant « il n'y a pas de vent, il faut vite m'amener une cuisse de taureau, que je fasse brûler une cuisse de taureau, parce que la fumée en montant au ciel va apporter le vent. » On enverrait tout de suite un psychiatre et on rapatrierait le marin. Maintenant, si tous les marins du monde font ça, en disant il faut brûler des cuisses de taureau pour qu'il y ait un peu plus de vent dans l'Atlantique Sud, ben, on ne va peut-être pas tous les rapatrier, ça va peut-être devenir une croyance. Donc à partir de là, quand quelqu'un vous dit moi dans une prochaine vie je vais peut-être être un serpent, ben, il y a des millions de gens qui le pensent, donc c'est inattaquable.
Voilà des questions qu'on peut se poser aussi avec les enfants et qui sont réjouissantes parce qu'elles ouvrent l'esprit. Ce qui est très stressant pour les enfants, c'est d'être enfermés dans des réponses parce qu'ils le sentent intuitivement. Où est-ce qu'ils peuvent construire leur personnalité? Ils ont un catalogue de réponses toutes faites. Et là, on va petit à petit finir cette partie-là pour passer aux questions, mais tu abordes un enjeu de société important, parce que au même moment où beaucoup de religions essayent d'enseigner leur catéchisme ou le Coran ou les préceptes de la religion à un âge de plus en plus petit, à l'école publique, pourtant, la philosophie est enseignée à un âge beaucoup plus avancé, au lycée en France, et en Turquie, elle n'existe même plus, parce qu'on avait des cours de philosophie en terminale avant, mais après le coup d'État militaire de 1980, les cours de philosophie ont été supprimés assez rapidement, et il n'y a aucun projet vraiment sérieux de les remettre dans l'enseignement secondaire. Et ça n'est-il pas, n'est-ce pas un problème sérieux? Et je pense que là, tes livres apportent peut-être une solution extrascolaire, mais en tout cas une solution importante. Oui, c'est un problème. Évidemment que c'est un problème dans la mesure où transmettre le questionnement philosophique, à mon avis, dès le plus jeune âge, est vital pour pouvoir grandir en citoyen libre et à peu près éclairé. Maintenant, si la philosophie devient une matière à l'école où on est jugé, évalué, c'est pas de cette philosophie, moi, dont je parle. Parce que si on organise des débats philosophiques à l'école avec un observateur et qu'on a une évaluation sur 10 critères, a pris la parole, n'a pas coupé la parole, a bien écouté ses camarades, a dit les bonnes choses, on est à des années-lumière de la philosophie. Donc peut-être que de rentrer par des portes latérales, peut-être que de rentrer dans d'autres espaces qui ne sont pas des espaces de transmission du savoir, qui sont les espaces de transmission des savoirs sont vitaux, mais peut-être qu'aller dans les bibliothèques, aller dans des centres sociaux et rentrer par d'autres portes dans le monde des enfants est une solution. Maintenant, quand je vois en France, il y a beaucoup de professeurs, notamment à l'école primaire. Donc, l'école primaire, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est à peu près jusqu'à 10 ans. Et il y a beaucoup de professeurs qui organisent dans leur classe des moments de débat philosophique avec les enfants. Donc, le débat philosophique rentre dans les espaces de l'éducation nationale. Maintenant, il faut qu'il y ait une formation derrière, c'est-à-dire que pour que justement ce ne soit pas juste une discussion de salon où chacun y va de son opinion et on repart dos à dos avec cette phrase épouvantable, chacun son opinion, c'est-à-dire qui nous met tous dos à dos au lieu d'essayer de trouver ce qui nous relie. C'est pas ça le débat philosophique, justement. Le débat philosophique va essayer d'arriver à quelque chose qui nous relie tous. Avant de terminer, un mot aussi sur tes autres livres, parce qu'on a beaucoup parlé des côtés philo, parce que c'est ça qui est aussi traduit en turc, mais tu en as écrit d'autres. Tu as écrit des livres, par exemple, la série des livres des mots qui font peur, des mots qui font réfléchir, des mots qui font bien, des mots qui font rire. Et tu as écrit aussi une série de livres sur des personnalités très variées, allant de Darwin à Coco Chanel, en passant par Bouddha, Marco Polo, Martin Luther King, Charlie Chaplin, Nefertiti, Freud. Est-ce que tu peux aussi nous parler de ces autres livres? Quelle est ta démarche en écrivant ces autres séries? Alors, pour les biographies, c'était très clair, c'était d'essayer d'incarner un peu toutes les idées que je brasse dans les goûters philo et de les incarner à travers des personnages. Donc, ce sont des biographies qui permettent de mettre en pratique les idées, par exemple sur la violence avec la vie de Gandhi ou la vie de Martin Luther King, des idées sur la science avec la vie de Marie Curie, sur le Dieu unique avec Nefertiti. Voilà, donc c'était pour faire vivre les idées philosophiques. Et là, très récemment, depuis un an, avec les éditions Glénat, qui est un grand éditeur en France de bande dessinée et qui a aussi une partie de littérature jeunesse, je suis arrivée à écrire une collection sur les mots. Alors, en fait, depuis 20 ans, j'essaie de transmettre le goût des idées, le goût du questionnement. Et
Dans ma pratique de débat, il y a vraiment quelque chose qui est d'une injustice terrible, c'est la faiblesse du vocabulaire dans certains milieux. Or, la faiblesse du vocabulaire, ce n'est pas juste un problème pour communiquer, c'est un problème pour penser. Moins on a de mots, moins on peut penser. Parce que la pensée, elle n'est pas préexistante quelque part dans la tête, et les mots, ce ne sont pas des petits véhicules qui vont aller chercher la pensée. La pensée, elle prend forme dans les mots. Donc, quand on n'a pas de mots, c'est très simple, on frappe. Quand on n'a pas de mots, on ne peut pas élaborer une pensée. Donc, on a une responsabilité inouïe, les adultes, de transmettre dès le plus jeune âge, avant même la lecture, non pas seulement le goût des histoires, on leur lit des histoires aux enfants, mais le goût des mots, que les mots deviennent des compagnons de toute la vie, que les mots deviennent des objets de jeu. D'où cette collection où j'ai trouvé des alibis comme rire, la peur, grandir, pour pouvoir transmettre aux enfants l'idée qu'un mot, seulement un mot, c'est un univers à lui tout seul. Donc ce sont des livres qui contiennent 20 mots, sur lesquels j'écris des petits poèmes avec des illustrations, des très très belles illustrations. Là, c'est pour les enfants plus jeunes, à partir de 4-5 ans. Parce que si on regarde le premier contact avec le mot, il est scolaire à l'école pour le déchiffrer. Alors c'est formidable, mais que le premier contact avec le mot soit aussi dans le plaisir, dans la poésie, dans la sonorité, dans les accents, dans la forme des lettres. Très bien, très bien. Je vois que nous avons déjà dépassé l'heure de débat. Peut-être est-il temps de passer la parole à la salle, ou plus exactement, puisque nous sommes en Zoom, malheureusement, et pas en session en face à face, nous allons passer la parole plutôt à Mathilde et à Sarah qui vont nous faire part des questions qui ont émané de la salle. Merci beaucoup pour cette brillante conférence. Alors, on a beaucoup de commentaires, encore une fois. Yit, tu es très habitué aux commentaires de remerciements. Bonne soirée. Merci Yit, merci Brigitte Labbé. On a une question, on a beaucoup de questions en turc, donc c'est Sarah qui va pas mal travailler ce soir. Ouais. Une question en français pour Madame Azadeh, je cherche dans le chat. Alors, Madame Azadeh, y a-t-il un livre de la série que vous n'avez pas traduit exprès pour des raisons politiques ou d'autres raisons? Et Madame Brigitte, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Pour la traduction, non, parce que comme tout au départ, je ne traduis pas en pensant à la publication. Ça, c'est la deuxième phase. Donc, je lis, je traduis et c'est à l'éditeur de décider de le publier ou pas, maintenant ou après. Donc, c'est pas un processus dont je fais partie. Pour moi, oui, c'est ça. Et c'est la situation de traducteur idéal, Brigitte. Une traductrice qui traduit pour son plaisir parce qu'elle aime le texte et qui ne tient compte de rien d'autre. Ça, c'est vraiment l'idéal et le résultat est là, je pense. Bravo, Azadeh. Azadeh, comme je suis émue quand je t'écoute, et ça me touche beaucoup parce que ce que j'essaye de transmettre, et alors si j'arrive à le transmettre à toi, j'ai gagné, c'est le plaisir du questionnement. Le plaisir, c'est le maître mot. Le plaisir du questionnement, le plaisir de penser, de réfléchir, de faire un retour sur soi, de douter. Donc, si quand tu lis les textes, tu as du plaisir et si tu as du plaisir à les traduire, ça me remplit de bonheur. Oui, c'est exactement le cas et cette série me tient très au cœur et j'espère qu'on en a beaucoup d'autres titres à venir parce que ça fait maintenant 15 ans que ça fait partie de ma vie. Et j'imagine pas le moment où c'est fini quoi. Non plus. Et un petit mot, le traducteur qui sommeille en moi ne pourra pas s'empêcher de donner un conseil au lecteur cette fois-ci. Soyez exigeant avec les maisons d'édition. Une traduction bien faite demande un traducteur qui soit compétent, bien entendu, en matière de langue, en matière qui connaît bien le sujet, mais aussi qui aime ce qu'il fait.
on ne peut pas traduire bien un livre si on le fait uniquement pour des raisons alimentaires, et surtout, comme les traducteurs sont très mal payés en général dans le monde de l'édition, si on est obligé de faire des tas de livres très vite pour pouvoir, ne serait-ce que pouvoir payer son loyer. Donc, exiger des maisons d'édition qu'elles payent convenablement les traducteurs et demandez-leur de choisir des traducteurs compétents qui aiment ce qu'ils font. Laissez-leur choisir les livres qu'ils veulent traduire ou proposez-leur des livres qu'ils seraient susceptibles d'aimer et non pas qu'ils se sentent obligés de faire pour pouvoir survivre. C'est important, il faut que les lecteurs l'exigent parce que sinon, beaucoup de maisons d'édition ne pourront penser qu'à gagner de l'argent sur le dos du traducteur en le payant le moins possible. Voilà. Je voudrais revenir sur la question, excuse-moi Mathilde, très politique en fait. C'est-à-dire, en gros, la question, elle pose la question de la censure. Oui. Donc, je voudrais revenir dessus et saluer la maison d'édition Genişlik qui est appelée, toute l'équipe de Genişlik qui est appelée. Parce que je connais bien la Turquie, je viens beaucoup et je sais l'engagement politique qu'est pour cette maison d'édition d'éditer ces livres, de traduire, de les éditer, de les diffuser. Je sais le travail derrière et je connais les risques qui peuvent être liés à cet engagement parce que la philosophie, c'est pas un robinet d'eau tiède, ça rue dans les brancards. Et le père de la philosophie, c'est pas pour rien qu'il a été condamné à mort. Donc, je salue ici l'engagement politique de Genişlik qui est appelé avec cette collection. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir certains des titres qui sont derrière moi en turc pour savoir que ne serait-ce que ces titres-là, il faut être courageux pour les publier, surtout pour les enfants. Donc, je me joins à toi, Brigitte, là-dessus. Alors, oui, on a une question pour Brigitte Labbé. Quels sont vos conseils pour développer l'esprit critique, surtout avant 9-10 ans? Alors, le premier conseil, si je puis me permettre, je ne suis pas très bonne avec mes enfants, je suis très bonne avec les enfants des autres. Le premier conseil, c'est d'avoir ce que j'appellerais une attitude philosophique au moment où la question arrive. C'est-à-dire que l'attitude philosophique consiste à quitter notre statut d'adulte qui sait et qui va répondre. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, quand un enfant pose une question, si une réponse fuse, c'est comme si c'était une porte qui lui claquonnait. Voilà, on a fait le job, on a fourni la réponse, tu peux aller jouer dans ta chambre. Non. Si on accueille cette question avec une attitude philosophique, c'est-à-dire de dire « Waouh, cette question, on va la ronger ensemble, on va la dépioter ensemble. » Hein? Je prends n'importe quelle question, enfin, je ne sais pas si quelqu'un veut dire une question d'enfant qui lui est arrivée et qui l'a mis en désarroi, allez-y, hein, n'hésitez pas à transmettre les questions, mais par exemple, je ne sais pas, je prends la question que des enfants posent, c'est pourquoi on enterre les morts? Prenons cette question. Eh bien, vous avez une attitude qui consiste à dire, bah, on les enterre parce que, pour des raisons d'hygiène, on ne va pas laisser les corps comme ça, dehors, dans la rue, etc. Voilà. Le job est fait. En quoi on a transmis quoi que ce soit à l'enfant pour lui apprendre à penser? Parce que penser, ça s'apprend, c'est pas spontané. Ça s'apprend. L'attitude par rapport à cette question va être, par exemple, de dire, mais elle est super intéressante ta question, mais pourquoi elle t'est venue à l'esprit là maintenant? Qu'est-ce qui te fait penser à ça? Alors l'enfant va dire, bah parce que je sais pas, j'ai vu un dessin animé, et puis, parce que, dites-vous bien, il faut qu'on se dise que les enfants, c'est une autre planète. Donc, on va essayer de trouver par quel lien il est arrivé à ça. Un dessin animé où il cuisinait les plats des gens qui étaient morts et il les apporte sur leur tombe, les tombes. Alors, là, ils sont complètement débiles de faire ça, parce que les morts, ils vont pas manger les plats. Ah, mais c'est au Mexique qu'ils font ça, la fête des morts. Il a vu le dessin animé, Coco, machin. Il dit, bah, à ton avis, pourquoi les gens font ça? Ah, bah, je sais pas, peut-être pour, je sais pas, pour se souvenir. Ah,
on va arriver au souvenir, et on va arriver à la mémoire, et on va arriver à l'oubli, et on va arriver à comment on fait continuer à vivre des gens dans notre vie alors qu'ils ne sont plus là. Et vous voyez qu'à partir d'une question très pratique, qu'on peut croire très pratique, on peut aller très très loin. Et ça, pour répondre à la personne qui a posé cette question, en faisant ça, vous transmettez deux choses, vous transmettez le plaisir de se questionner et de penser, et vous donnez des outils pour que la réponse se construise par lui-même, et qu'il puisse ensuite avoir un esprit critique, c'est-à-dire questionner ce qui se passe, questionner ce qu'on lui dit. Alors, je continue, on a des commentaires. J'ai grandi avec vos livres, je voulais juste vous remercier de m'avoir fait découvrir des valeurs importantes pendant mon enfance et de m'avoir fait réfléchir sur la vie. Commentaire de Denise. Oh là là, merci beaucoup Denise, je suis très touchée. L'idée que vous ayez grandi avec ces livres me touche beaucoup. Merci beaucoup pour de l'avoir dit. Ensuite, je vais traduire un commentaire de l'anglais. Bonsoir, j'ai une fille dyslexique qui adore lire vos livres le soir avant d'aller se coucher. Nous aimerions beaucoup vous voir écrire des livres pour les enfants dyslexiques. Much love from Istanbul. Beaucoup d'amour depuis Istanbul. Alors, si je devais, je vais dire quelque chose là-dessus. Oui, écrire un livre qui serait sur, entre autres, la différence. Ok. Encore une autre question en français. Quelle serait la seule question que vous poseriez pour nous faire penser? Ce soir ou demain matin? Alors, je n'ai pas de précision sur le timing. Ebru, si vous pouvez nous écrire dans le chat. Écoutez, j'en ai 10 000, mais là, une qui me vient à l'esprit, comme ça, on ne sait pas pourquoi, c'est ce que vous faites demain matin en vous réveillant. Vous allez le faire par choix, par habitude? Merci beaucoup. Il y a une autre question. Ouais. Je ne sais pas si tu as une autre question, mais il y a une question en turc. Alors, je l'ai retrouvée. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience? Comment vous avez travaillé avec les illustrateurs? Comment ça s'est passé entre vous? Très bien. Alors, l'illustrateur des Goûters Philo, c'est Jacques Azam, qui a donné une identité visuelle que je trouve formidable à la collection, avec beaucoup d'humour, et il a contribué à décrisper la philosophie, Jacques, avec ses dessins, à la rendre ludique, accessible, percutante. Donc le travail se passe bien depuis 20 ans, c'est-à-dire que Jacques nous envoie ses crayonnés à partir des textes qu'on lui envoie en Word, et puis on discute avec Pierre-François, l'éditeur Milan, donc Frédéric de Surmain, j'ai vu qu'elle était dans les participants, et nous discutons des crayonnés avant leur mise en couleur. Donc tout ça est un travail d'équipe, c'est vraiment un travail d'équipe. On n'entend plus Sarah. Sarah, ton micro. Ah, pardon. Alors, il y a une question en français, si tu veux. Vas-y Mathilde, sinon je vérifie les questions en turc. Tamam. Alors, est-ce qu'il y a des périodes critiques chez les enfants pour leur développement de la pensée dans un point de vue philosophique? Je traduis un petit peu en même temps. Oui. Ah oui, c'est tout le temps critique. Merhaba, nasılsınız? Ses yok mu? İyi akşamlar. Critique au sens important, moi je pense que c'est tout le temps important. Alors moi par exemple, je sais faire avec des enfants à partir de 8-9 ans, c'est-à-dire j'ai besoin d'un peu de vocabulaire et de la capacité à passer au concept. J'ai plus de mal avec les plus petits
où on va être plus dans des anecdotes. Mais bien sûr que c'est faisable. Bien sûr, quand un enfant vous demande pourquoi, à 3 ans, pourquoi il n'est pas libre, alors il ne va peut-être pas le dire comme ça, de vous lâcher la main pour traverser la rue, eh ben c'est une question incroyablement philosophique. Parce que si vous traversez la rue à son âge, c'est extrêmement dangereux, mais il ne peut pas connaître les conséquences de ses choix. Donc, c'est pour ça que les enfants sont moins libres, parce que leurs choix ne sont pas suffisamment éclairés. Donc, on peut très bien dire à un enfant, si tu te balades dans une forêt avec une toute petite lampe de poche, tu ne vois pas loin. Et ben, quand tu fais des choix, par exemple, si à 10 ans, tu avais le choix de quitter l'école parce que tu en as ras-le-bol d'aller à l'école, ce n'est pas un choix libre parce qu'il n'est pas suffisamment éclairé. Et c'est pour ça que tu as moins de liberté qu'un adulte. Merci beaucoup. Un commentaire maintenant. J'ai un frère qui pose des questions. Je lui ai acheté un de vos livres. Les questions le satisfont plus que les réponses. Merci beaucoup. Ah, ben oui, parce que les questions, c'est là où ça s'agite. Quand on donne les réponses, eh ben, tout se met dans des cases bien rangées. Vous savez, c'est comme quand on rentre dans une maison où c'est parfaitement rangé, rien ne dépasse. On ne sait pas où se mettre, on n'ose plus bouger. Eh ben, dans la tête, c'est pareil. Quand c'est trop bien rangé dans des cases, on ne pense pas, la pensée ne peut pas bouger. Donc, c'est plutôt en agitant les questions que ça se met en route. Et c'est quand même le propre de l'humain que de se poser des questions. Donc, on rejoint un peu le monde animal si on arrête de s'en poser. Excellente réponse. Commentaire de la part de Pénard. Oh! Serra, je te laisse la main pour quelques questions en turc. Alors, il y a une question. Est-ce qu'on peut utiliser vos livres pour les lycéens, avec les lycéens? Alors, écoutez, ben, j'étais à Istanbul souvent au lycée Saint-Joseph avec des classes de terminale. Donc, je pense que oui. Alors, c'est bien sûr parce qu'il y a plusieurs degrés, niveaux de lecture. Et en fait, il y a par exemple des profs de terminale qui utilisent ces livres pour faire retrouver les philosophes. Parce que moi, je cite absolument pas les philosophes. C'est un choix qui nous a été reproché d'ailleurs par pas mal de professeurs. Mais moi, mon seul critère, c'est est-ce que ça va intéresser les enfants de 10 ans. Savoir que telle idée vient de Kant ou de Nietzsche, ça les intéresse absolument pas. Et donc, ils apprendront ça plus tard, ils feront l'histoire de la philosophie, ils étudieront ces philosophes, mais je pense qu'à cet âge-là, c'est pas le sujet. Mais oui, avec les lycéens, oui. Alors, une autre question, je pense que c'est une ou un prof de lycée, encore une fois. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une formation pour faire des ateliers philo ou toutes sortes d'ateliers avec les enfants? Je pense que oui. Alors, on peut faire des petits cercles ou de débats d'idées où on se raconte des idées et tout ça. Mais si on veut vraiment accompagner le questionnement des enfants, je pense qu'il faut choisir des thèmes sur lesquels on s'est un petit peu formé. Ça, c'est la première chose pour savoir un peu sur quoi on va rebondir dans la parole de l'enfant. Et puis aussi une formation à l'animation d'un débat avec des enfants. Parce que ça s'improvise pas. Ouais. Alors moi, j'en ai raté beaucoup. J'ai raté beaucoup de débats. Je vais vous dire, par exemple, pourquoi j'ai raté les débats. Et ça, c'est en pratiquant que je l'ai compris. Je rate un débat quand je rentre dans le débat avec un objectif. Alors là, le professeur qui a posé la question, quand on est professeur, on a tout le temps un objectif. Quand on est parent, on a tout le temps un objectif. On veut transmettre ci et ça et telle valeur et tel truc. Mais rentrer dans une discussion avec un objectif, rentrer dans un débat en voulant amener les enfants là, qu'est-ce que c'est? De la manipulation. Donc, par exemple, dans la formation, et c'est pour ça que j'appelle ça des séances de déformation, il faut par exemple accepter
de ne pas avoir d'objectif, de ne pas se dire il faut couvrir tel point, tel point, tel point, et de ne pas vouloir amener l'enfant quelque part. Ça, c'est manipuler. Mais pour cela, il faut faire un énorme travail sur soi, de déformation, parce que ça veut dire accepter la liberté de l'autre. Et ça, c'est très dur. Et accepter de ne pas savoir où on va. Et ça, c'est encore plus dur. Donc oui, il faut se former au débat et on ne peut pas non plus être dans l'écoute de ce qui se passe dans un débat si on est focus sur un objectif. Alors évidemment, ça rassure l'objectif. Hein. On fait un débat sur le bien et le mal, il faut couvrir ça, ça et ça et ça. Ben non, on va voir où les enfants nous emmènent. Et dans les discussions à la maison, c'est pareil. C'est-à-dire que, et les enfants ont des détecteurs d'authenticité. Si vous discutez avec eux, avec l'idée en tête de ce que vous voulez leur dire, ils le savent tout de suite. Ce n'est pas un échange. Et ils attendent que le discours tombe. Alors, il y a une autre question. Avez-vous des conseils lorsqu'on ne sait pas répondre à la question d'un enfant? Oui, j'ai un énorme conseil, dire « je ne sais pas ». Et ça, c'est formidable. Et ça, on a un vrai problème, nous adultes, à dire « je ne sais pas ». Eh bien, je ne sais pas, on va réfléchir ensemble. Et ça, c'est formidable. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? J'ai même des conseils quand des questions vous choquent, quand des questions... Moi, maintenant, j'arrive à me laisser pleurer dans un débat, à me laisser être en colère, c'est-à-dire à ne plus se désincarner, à aussi parler de nos émotions et à dire « oh là là, ta question, alors ta question, elle me bouleverse, je ne sais pas quoi en faire, réfléchissons ensemble ». Je ne vois plus trop de... Ah, si, il y a une question pour Madame Labbé. Est-ce qu'il existe des formations que vous proposez? Oui, bien sûr. Moi, je vais dans beaucoup... Alors, l'endroit où je fais beaucoup de séances de déformation, et je tiens à ce terme, c'est dans les bibliothèques. Les bibliothèques sont des espaces formidables parce que pour qu'un débat philo prenne, il faut aussi être capable de casser le cadre scolaire. Par exemple, un débat philosophique où vous êtes devant, avec tous les élèves devant vous, ça ne peut pas fonctionner. Déjà, les corps, il y a un langage du corps. Quand on est assis par terre en rond, on est tous au même niveau. La question que l'on place au centre de ce cercle, elle est à la même distance de tout le monde. Moi, je me suis assise par terre, comme les enfants, comme ça, je peux me tasser et ne pas dépasser du groupe. Il n'y a pas un observateur derrière qui prend des notes. C'est-à-dire, il y a tout ce langage périphérique, on va dire, ou le langage du corps, qui va transmettre l'idée à l'enfant que c'est un espace libre, où il n'y a pas de jugement. Donc tout ça, oui, je fais de ce genre de journée de déformation pour qu'on quitte nos habits de l'adulte qui sait, de l'adulte qui juge, de l'adulte qui évalue, de l'adulte qui fait de la morale, parce que le débat, la philosophie, c'est pas non plus un lieu où on va moraliser et faire des discours. Bon. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Oui. Y a-t-il un inconvénient à adopter une approche sarcastique envers les élèves pendant la leçon? Ah ben, j'aimerais bien développer le mot sarcastique pour être sûr de répondre à la question qui est posée. Voilà, par exemple, quand les enfants vous posent des questions, s'appuyer sur les mots pour être sûr qu'on parle de la même chose. Donc là, je peux me lancer dans une réponse de 10 minutes sur cette question, alors qu'on n'aura pas, avec la personne qui l'a posée, la même idée de ce qu'est sarcastique. Donc aussi, dans les questions, dans les conseils que vous me demandiez, comment je fais avec les questions d'enfants, qu'est-ce que tu veux dire par ce mot? Parce que, et c'est pour ça qu'il y a autant de malentendus et autant de débats complètement foireux, parce qu'on ne prend pas le temps de définir les mots qu'on utilise. Donc, que veut dire cette personne par sarcastique? Et depuis que j'arrive à faire à peu près ça, c'est-à-dire dépioter les mots,
et tout, les débats s'engagent beaucoup mieux. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est débusquer dans les questions les idéologies cachées. Par exemple, si je vous dis, reprenons la question, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ben, il y a un présupposé qui est, il y a quelque chose. Quelle serait la question? C'est, y a-t-il quelque chose après la mort? Je prends un exemple très simple, mais par lequel on peut apprendre aux enfants de revenir, entre guillemets, à la question racine, à partir de laquelle le débat sera beaucoup plus fructueux. Quand tout à l'heure, Yit me disait, face à ça, qu'est-ce que tu fais? Il y avait quelque chose à débusquer dans sa question, parce que s'il me dit face à ça, c'est qu'il présuppose dans sa question que ce ça est une menace. Alors que s'il me dit avec ça, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de présupposé de menace. Peut-être qu'en Turquie, il y a des menaces quand on pose des questions. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais qu'on la débusque soi-même, et vous allez voir que quand on prend cette habitude de décortiquer la question, de traquer les idéologies et les présupposés qui se sont glissés dans les questions, on a une arme dans le bon sens du terme, formidable. Le monsieur a répondu sur sarcastique ou la dame? J'attends, mais je pense pas. C'était une question qui était traduite en turc par Serra. Oui. Je ne sais pas. Oui, le mot utilisé, c'était sarcastique. Parce qu'on utilise le même mot en turc, sarcastique. Sarcastique, oui. Donc c'était le même mot. Voilà, il faudrait bien arriver à le définir. C'est une question sarcastique, si c'est de l'humour, pourquoi pas, mais bon, on va voir s'il l'a défini. Et voyez maintenant d'accepter de ne pas rentrer dans des réponses ou dans des débats sans savoir de quoi on cause. Exactement. D'autant qu'en turc, c'est le même mot, mais la connotation est plus ironique. C'est plus, quand on dit sarcastique, souvent on sous-entend ironique et pas tellement le sarcasme tel qu'il est en français. Pas toujours, mais souvent c'est ça la connotation. Même si c'est le même mot, c'est pas toujours le même sens. Ok. Une autre question, comment parler de la mort à un enfant qui a perdu un de ses parents? Est-ce qu'il faut tout dire ou est-ce que vous avez des conseils? Alors là, est-ce qu'il faut parler de la mort avec l'enfant? Là, on est, comment dire? Oui, évidemment qu'il faut en parler, mais alors là, il faudrait savoir l'âge de l'enfant, parce que, alors ça, c'est aussi quelque chose que je voudrais aborder, c'est-à-dire que l'âge de l'enfant est extrêmement important pour prendre en compte la sensibilité liée à l'âge de l'enfant. On sait bien qu'on ne va pas répondre à des questions, par exemple, sur la sexualité de la même manière à 5 ans, à 7 ans, à 10 ans, à 15 ans. Donc, il y a une poésie, j'allais dire, de la réponse à respecter. Donc là, parler de la mort, c'est-à-dire parler de ce que l'enfant ressent, parler de après la mort, parler de ça. Évidemment que plus il y a, je crois, Gunishlee Kitable qui a sorti La parole et le silence. Donc, je pense que d'ailleurs, vous pouvez lire La parole et le silence, parce qu'il y a des silences qui pèsent des tonnes et qu'on trimballe toute sa vie. Il y a des paroles qui pèsent des tonnes aussi, mais des silences aussi. Il y a un des titres traduits est La vie et la mort. Donc moi, je pense que dans ces cas-là, pour répondre à la personne, que le livre est un formidable médiateur. Je pense à La vie et la mort et bien sûr à beaucoup d'autres livres dans la littérature jeunesse, parce qu'il y a beaucoup de livres sur la mort dans la littérature jeunesse. Et le livre est un formidable médiateur entre le parent et l'enfant pour pouvoir ouvrir des espaces de discussion. Donc ça, je recommande vraiment, parce que ça peut être compliqué frontalement d'y aller, de parler comme ça, mais à travers un livre, l'enfant va parler sans avoir l'air de parler de lui, mais en fait en parlant de lui. Donc le livre ouvre des grands espaces de discussion. Et en littérature jeunesse, donc je recommande La vie et la mort, et je recommande d'aller voir chez les éditeurs jeunesse les livres qui sont autour de cette thématique. Alors, il y a un petit commentaire.
Oui. Je vais lire et essayer de traduire en même temps. Je pense que c'était un cadeau. J'avais reçu votre livre, La nature et la pollution, il y a 10 ans à peu près. Depuis, j'ai déménagé 4 fois, j'ai changé 4 maisons. Il était toujours avec moi. J'ai fait une licence de philosophie et maintenant je fais une étude. J'ai orienté mes études vers P4C. Je vous remercie beaucoup. Ah, merci beaucoup. Voilà la puissance du livre des rencontres merveilleuses, des rencontres merveilleuses. Merci pour ce témoignage très touchant. Alors, une autre question. Quels sont vos conseils aux parents? C'est un peu une question assez vaste, mais est-ce que vous avez des conseils super importants à donner aux parents ce soir avant de quitter dans mon domaine, hein, où je me sens à peu près légitime, je dirais d'être très à l'écoute des questions des enfants, de prendre le temps de les écouter, de prendre le temps de ne pas apporter de réponses toutes faites pour pouvoir se questionner avec l'enfant et lui montrer qu'on a le droit de douter, qu'on a le droit de se poser des questions, qu'on a le droit de tout remettre en question, y compris ce qui paraît le plus important, y compris ce qu'on pense qu'on ne peut pas remettre en question. Ouais, je dirais ça, si j'avais un conseil dans mon domaine à donner, pouvoir tout penser sans tabou, en respectant l'âge de l'enfant, c'est-à-dire sa poésie, en utilisant les mots qui va convenir, en ne le heurtant pas, mais en lui communiquant cette idée qu'on peut penser sur tout. Merci beaucoup. Il y a des sujets tabous qui sortent dans les questions. Est-ce qu'il y a des sujets tabous sur lesquels Moi, je peux poser des questions? Oui. Bien sûr. Bien sûr. J'ai le droit de poser des questions? Bien sûr. Alors, autant aller dans du très lourd. Est-ce qu'il y a des sujets tabous dont vous pensez qu'il ne faut pas ou qu'on ne peut pas parler avec les enfants? Vous voulez que les participants répondent dans le chat ou vous voulez… S'il y en a qui sont pour vous tabous, oui. Moi, j'aime bien les trucs difficiles. Bon. Mais à mon avis, non. Autrement, je prends toutes les autres questions qui arrivent. Il n'y a pas de problème. Il y a une réponse, non, aucune. Parfait. Alors voilà, donc là, on est bien. Oui, c'est moi qui ai répondu. À mon avis, c'est non. Ouais, ok. Après, il y a un petit commentaire, encore une fois. Il n'y a que des tabous en Turquie. Ah, on peut en trouver un déjà? Vous pouvez nous donner un exemple, ouais? Il y a un autre commentaire, c'est que je ne dis pas que c'est tabou, mais c'est un peu compliqué de parler de la sexualité. De la sexualité? Oui. Ouais. Oui. Ah oui, alors il y a une grande différence entre tabou et compliqué. Voilà, alors un enfant qui pose des questions sur la sexualité, effectivement, la question est plus de se demander pourquoi c'est compliqué pour soi. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Hein, c'est-à-dire que là, dans le cas de la sexualité, effectivement, l'âge de l'enfant est très important, mais c'est plus de se poser une question entre soi et soi. Pourquoi c'est compliqué? Il y a eu d'autres réponses. Religion, encore une fois, sexualité, l'homosexualité, Ouais. la mort, Okay. les orientations sexuelles,
Ouais, Dieu, ouais. Donc, on a les religions, la sexualité, l'homosexualité, les orientations sexuelles, Dieu. Ouais. Mais déjà, le fait, vous voyez, de se dire ensemble, tous ensemble, ces sujets sont tabous, et pas qu'en Turquie, ces sujets sont tabous, c'est déjà, je trouve, important, là on est 200, c'est déjà important de se dire, voilà, on a des sujets tabous, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est déjà au moins, le problème est posé. C'est-à-dire que il y a déjà un tabou qui est levé de se dire, énumérons les sujets tabous, et est-ce qu'ils sont tabous dans la société? Est-ce qu'ils sont aussi tabous à la maison? Parce que c'est bien beau aussi de dire que c'est tabou dans la société, mais déjà chez soi, qu'est-ce qui se passe? Alors, je sais qu'il y a un passage dans L'amour et l'amitié. Je vais vous raconter une jolie histoire peut-être pour terminer. On est dans un banquet de Platon et les philosophes sont assez éméchés, ils ont bu et on leur demande de dire ce qu'est l'amour. Et Aristophane se lève et dit, ben voilà, sur Terre, il y avait des boules entières avec 4 yeux, 4 oreilles, 2 nez, 2 bouches, 4 bras, 2 sexes, 4 jambes. Et c'était des grosses boules qui roulaient sur Terre, qui roulaient sur Terre. Et c'était le bonheur absolu, la plénitude totale. Les dieux, regardant de haut cette terre où ces boules roulaient dans tous les sens dans un grand bonheur, sont devenus jaloux. Alors il y avait des boules, donc elles avaient toutes ces caractéristiques physiques, puis il y avait des boules qui avaient 2 sexes identiques, et puis des boules qui avaient 2 sexes différents. Et les dieux sont descendus sur terre et ont coupé les boules en 2. Et Aristophane nous dit, c'est ça l'amour, c'est la demi-boule qui cherche sa demi-boule. Et dans certains pays, je sais que les éditeurs ont dit qu'ils ne voulaient pas que je dise qu'il y avait certaines boules qui avaient 2 sexes identiques. Alors que moi, dans mon écriture, j'ai évidemment voulu le dire, je crois que Aristophane n'avait pas donné ce détail, parce que je voulais englober l'amour, je voulais parler de tous les amours, certains pays ont dit non, alors on va juste dire que c'est des boules avec 2 sexes, mais on ne va pas spécifier de sexe identique. Donc, ce sujet est encore dans beaucoup de parties du monde tabou. Après, qu'est-ce qui se passe aussi à la maison, sous nos toits? Et qu'est-ce qu'on en fait avec les enfants? Quand votre enfant vient vous dire, alors que vous êtes en train de faire la soupe, et vous avez votre fille de 15 ans qui vient vous dire, maman, qu'est-ce que tu dirais si je te dis que je suis amoureuse d'une fille? Bingo! Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, qu'est-ce que fait l'attitude philosophique? On accueille cette question et on va cheminer dans ce questionnement avec sa fille. Ou alors, si on pousse des hauts cris, voilà, on rentre dans le tabou, ça passe sous le tapis et on n'en parlera plus jamais. Et on entretient le tabou. Merci beaucoup. Moi, je vois plus de questions. Mathilde, est-ce que tu as reçu des questions entre-temps? Pardonnez-moi. Je continue d'accepter des gens dans la salle d'attente, mais ça se termine quand même. Moi, j'ai toute la nuit. Hein. Bonjour Brigitte, c'est Coralie. Des commentaires. Bonjour Brigitte, c'est Coralie. Oui. C'est tout. Ah d'accord, parce que peut-être que cette dame qui s'appelle Coralie, je crois savoir qui c'est, formidable d'ailleurs, professeure de français, a pensé qu'elle était en privé peut-être. Non, voilà, bonjour. Merci Coralie. Encore une fois, il y a beaucoup de remerciements pour cette soirée. À vous Brigitte, et à vous Yit, et à vous Azadeh pour la traduction. Sarah, attendez, je remonte dans le chat. C'est un turc, tu peux lire? Attends.
Qu'est-ce que vous pensez sur la pratique mindfulness? Est-ce que vous avez… Alors, le mindfulness, oui, c'est toute la pratique, entre autres, du développement personnel. Ça s'inscrit un petit peu là-dedans. J'ai un esprit critique assez développé sur tout ce grand rayon du développement personnel. Mais je pense que c'est un autre sujet et un esprit critique assez fort parce que c'est un grand marché aussi. Donc, je pense que là, il faut pouvoir le penser et prendre du temps. Donc, vigilance, esprit critique en alerte, évaluation. De passer au tamis de la pensée. Alors, il y a une question que j'adore parce que je suis médiathécaire de la médiathèque de l'Institut à Istanbul. Oui. Alors, à quand une séance à la médiathèque de l'Institut à Istanbul? Vite, 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 s'il vous plaît. Question de... Ok, je fais mon test et je prends l'avion demain. De toute façon, si j'ai une invitation à Istanbul, donc je pense qu'on va bientôt aller dans le post-Covid, mais je dis toujours oui. C'est mon pays, voilà, c'est mon pays de cœur, la Turquie. Hein. Je viens tous les ans en Turquie et j'ai une maison en Turquie. On a construit une maison en Turquie. Donc, c'est vraiment un pays où je viens, j'ai beaucoup d'amis et où je suis très heureuse d'être. Merci beaucoup, c'est bien noté. Merci pour la question, pour le commentaire, Frédéric. Sarah, est-ce que tu vois d'autres questions? D'autres commentaires, pardon? Non, pour le moment, non. Si les participants voulaient dire quelque chose, un dernier mot pour conclure, on peut laisser la parole à Yiğit, Azadeh ou Brigitte, comme vous voulez. Azadeh, voulez-vous dire un dernier mot? Merci bien pour m'inviter ce soir. C'était vraiment un plaisir. Merci à Brigitte pour cette série formidable qui a changé notre façon de penser. Merci à tout le monde qui nous a rejoints ce soir. Et à bientôt, j'espère. Alors, j'ai une dernière question de la part de notre interprète, Burcu, qui a beaucoup travaillé ce soir. On la remercie très fort. Oui, merci beaucoup, Burcu. Est-ce que Brigitte accepterait d'animer une discussion philo sur Zoom avec des enfants de 6e? Ah oui, mais je l'ai fait pendant tout le confinement. Grâce à Günişle Kitable et particulièrement Banu, qui est sûrement là ce soir, pendant tout le confinement depuis mars, j'ai des classes d'enfants turcs. J'en ai la semaine prochaine d'une école d'Istanbul, d'une école d'Izmir. Donc, je suis beaucoup plus en online, en débat philo avec des écoles turques qu'avec des écoles françaises. Donc, ça fonctionne très bien. Les débats sont traduits par Mehmet Erkurt, qui est aussi là ce soir. Et ça fonctionne très bien sur Zoom. Merci beaucoup. Est-ce qu'elle peut vous contacter par mail? Elle contacte, oui, ou elle contacte la maison d'édition, oui. Très bien, merci beaucoup. Oui. Brigitte, le mot de la fin pour vous, avant de conclure. J'entends du piano. Oui, je ne sais pas, voilà, j'ai enlevé le micro, pardonnez-nous. Voilà. Un mot pour conclure. Je déteste conclure. De manière générale. Et les débats, par exemple, les débats avec les enfants, on ne conclut pas, c'est juste l'heure. Mais je vais juste, si vous avez 2 minutes, j'ai une petite histoire qui me vient en tête. Donc, j'ai envie de vous la raconter. C'est Nasruddin. Je ne sais pas comment on le prononce, je ne le prononce pas très bien. Roja Nasruddin. Voilà. Et alors, il y a des enfants, et les enfants sont hyper énervés par Roja parce qu'il a réponse à tout. Donc, il dit, on va essayer de le coincer. Pour une fois, on va lui poser une question où il n'aura pas la réponse. Alors les enfants, ils le voient marcher sur la route et ils prennent un petit oiseau dans leurs mains. Ils prennent le petit oiseau et ils disent, on va demander à Roja si le petit oiseau est vivant ou s'il est mort. S'il dit qu'il est vivant, on serre nos mains, on tue l'oiseau, on ouvre, on dit, ah, tu t'es trompé, il est mort. S'il dit qu'il est mort, on ouvre nos mains, l'oiseau s'envole,
il sera trompé. Donc, on va enfin le coincer, celui-là qui a réponse à tout. Donc, ils courent avec leur petit oiseau pour voir Nasruddin et il dit, alors l'oiseau, il est vivant ou il est mort? Là, il réfléchit et il dit, les enfants, la réponse est entre vos mains. Très belle parole de non-conclusion, mais de point de suspension, disons. Alors, j'aimerais remercier tout le monde avant de conclure, tout le monde pour votre présence. Nous étions largement plus de 200 au début. Nous sommes encore 160, 170, alors que nous avons largement dépassé le temps annoncé initialement. Donc, ça prouve que les salons littéraires de l'Institut français intéressent le public. C'est vrai que ce n'est pas parce que nous sommes confinés que nous avons moins besoin de discuter, de débattre, de parler de littérature, d'idées. Et même si ce n'est pas la même chose que de le faire tous dans la même salle, eh bien, ça nous permet quand même de nous retrouver, ne serait-ce que virtuellement. Merci beaucoup à mes collègues Bourjou et Mélissa qui ont interprété toute cette discussion. Merci beaucoup encore une fois à Mathilde et à Sarah qui non seulement ont assuré la technique, mais ont également animé toute la partie questions-réponses avec brio, comme d'habitude. Merci beaucoup à l'Institut français, à toutes les équipes de l'Institut français d'avoir organisé cette rencontre en amont. Merci à nos invités, merci beaucoup à Azad et Hassan, d'abord pour le magnifique travail qu'elle a fait en traduisant les livres de Brigitte, mais aussi pour sa présence, parce que c'est vrai que les traducteurs sont tellement habitués à être dans l'ombre et à ne pas être vraiment considérés pour le véritable travail qu'ils font, que quand nous invitons des collègues, des amis traducteurs à venir parler, souvent ils sont réticents, ils disent mais enfin qu'est-ce que je vais dire, moi je ne fais que traduire, non, la traduction c'est un travail intellectuel, c'est un travail d'écrivain, c'est un genre littéraire parmi tant d'autres, et donc les traducteurs ont leur mot à dire, et nous l'avons vu avec Azadeh, comment elle a apporté son interprétation de l'œuvre de Brigitte, et donc merci beaucoup pour votre présence et pour votre travail. Et mille merci surtout évidemment à Brigitte d'avoir été parmi nous et d'avoir été si généreuse avec son temps, avec toute son énergie. J'espère qu'on va t'accueillir de nouveau, mais cette fois-ci hors Covid, sans masque et sans distance et sans tout ce qui nous sépare aujourd'hui. Mais enfin, ça a quand même du bon côté parce que en même temps, grâce au virtuel, nous avons des amis qui viennent de partout, de toute la Turquie, mais aussi de France et d'ailleurs. Donc ça a quand même son bon côté et c'est toujours mieux que rien. Donc merci beaucoup, bonsoir à tous et à toutes et au prochain. Ah oui, un petit mot d'information pour pour que vous le notiez. Les livres de Brigitte en français, vous les trouvez aux éditions Milan et à Glénat Jeunesse, et en Turquie c'est Günüşü Kitaplığı pour ceux qui veulent les acquérir. Et nous allons accueillir au mois de décembre, nous avons encore un salon littéraire, nous allons accueillir cette fois-ci l'écrivain suisse d'origine turque Metin Arditi. Donc je vous dis au mois prochain, à bientôt pour un autre salon littéraire. Voilà. Bonsoir. İyi akşamlar. Merci beaucoup, Brigitte, Azadeh. Merci beaucoup. Merci beaucoup, İyi akşamlar. İyi akşamlar.